Voilà. Voilà. Bien, bonjour, bienvenue sur Réseau Rivière TV. Alors aujourd'hui, on est dans les locaux de H2O Lyon à Lyon. Merci Clarisse de nous accueillir. Et donc, on va faire un webinaire avec les doctorants. Et Clarisse, ça fait combien de temps? C'est 3 4 ans maintenant qu'on fait ça? 3 ans, Hein. ouais. Et c'est c'est le combienième? On est à la 6e édition de Les Pieds dans l'eau du laboratoire au terrain partageons nos savoirs. Et c'est des pitchs de doctorants et donc nous on est très heureux de cette collaboration pour permettre aux doctorants d'expliquer leur sujet de recherche voilà, à des gestionnaires et aussi à un public très très large. Et donc, en fait, aujourd'hui, on va accueillir 3 doctorants, Emma, Léo et Maria, donc, qui se présenteront après des marins. Écoute, Clarisse, je te laisse présenter H2O. Ouais. Merci Antoine. H2O Lyon, c'est une école universitaire de recherche qui a été fondée maintenant il y a 5 ans. Et donc les écoles universitaires de recherche, c'est des structures qui regroupent des établissements d'enseignement supérieur, donc une dizaine à Lyon, dans le but de favoriser l'interdisciplinarité, le lien avec le monde socio-économique, le lien entre la formation et la recherche et la visibilité internationale des formations de master et de doctorat. Et donc H2O Lyon travaille autour des sciences de l'eau douce. Il regroupe plus de 250 chercheurs et 90 doctorants à Lyon et à Saint-Étienne. Et dans le cadre de nos activités de dissémination scientifique, on organise des webinaires. Donc régulièrement avec Antoine, c'est toujours des très bons échanges. Et puis on est heureux aujourd'hui d'être ensemble pour vous proposer ce webinaire. Alors aujourd'hui, c'est un cas particulier, c'est la semaine de Oui, l'eau. Vous avez fait oui, d'autres trucs ouais, alors? voilà. Donc ce webinaire, il prend part à la Semaine de l'eau qu'on organise tous les ans autour de la Journée mondiale de l'eau. Aujourd'hui, on a la chance d'être le 22 mars, la Journée mondiale de l'eau. Et donc on propose tout un tas d'activités, des webinaires, des visites de dispositifs de recherche, de sites. Hier, c'était la journée annuelle H2O Lyon où Antoine est venu nous voir. Et donc, il y a aussi des webinaires de cette semaine qui ont eu lieu et qui pourront être revus, c'est Tout à ça? fait, il y a deux webinaires, un sur l'étude des rivières en danger au niveau mondial et l'impact de l'urbanisation, et un autre webinaire sur dialogue pour une eau en partage, qui est un dialogue entre entre un économiste, une sociologue et une géographe autour de la ressource en eau potable dans le monde et pour les écosystèmes. Très bien, un beau programme à revoir donc, sur la chaîne H2O Lyon. Tout à fait, merci. Donc bonjour à tous, merci déjà d'être venu au webinaire. Donc moi je m'appelle Léo Rouchy, je suis doctorant en dernière année donc au laboratoire Riverly à l'Institut de recherche INRAE. Et aujourd'hui je vais vous parler de mon sujet de thèse donc qui est la caractérisation de l'habitat thermique des cours d'eau par couplage entre modélisation hydrologique et thermique. En fait aujourd'hui simplement on va parler de température des rivières. Et donc cette température en fait c'est une variable qui est réellement importante parce qu'elle impacte l'ensemble des processus biogéochimiques des cours d'eau. Donc à partir de 15 degrés, donc comme je disais tout à l'heure, on va observer la prolifération de la maladie rénale proliférative des salmonidés. Euh, de 17 à 22 degrés, donc on observe, on observe un développement actif des diatomées et des algues qui peuvent provoquer l'hypoxie des rivières. À partir de 23 degrés, on augmente significativement le coût de l'eau potable, des traitements de l'eau potable, et à 25 degrés même, juste des seuils de mortalité où les poissons ne peuvent plus se refroidir. Et à 28 et à 30 degrés, dans le sud de la France, dans l'été 2022, on a même dû arrêter des centrales nucléaires, parce qu'elles n'avaient plus le droit de rejeter leurs eaux dans les cours d'eau. Et donc on observe tout un panel d'enjeux écologiques, économiques liés à la température des rivières. Et donc ma recherche vise à essayer de pallier les zones d'ombre sur la température. Et donc moi j'étudie plus précisément l'influence des eaux souterraines sur cette température. Et donc, du coup, ici, j'ai deux objectifs techniques à vous présenter aujourd'hui. Donc, le premier, ça va être une collecte d'un jeu de données de température et débit pour analyser, et les analyser grâce à des signatures. On reviendra sur cette notion un petit peu après. Et ensuite, construire et coupler deux modèles, un modèle de débit et un modèle de température, pour simuler ces deux grandeurs sur un réseau hydrographique régional. Et donc, je vais essayer de comprendre deux questions. Comment les signatures peuvent-elles aider à caractériser l'influence des eaux souterraines? Et comment elles peuvent également aider à mieux représenter cette influence dans des modèles?
Donc en premier lieu, on va s'intéresser à la première question. Donc je vais vous présenter ma zone d'étude. Donc c'est le bassin versant de la Saône, qui se situe donc au nord de Lyon, en partie limitrophe de la Suisse. C'est un bassin versant donc, qui fait 30 000 km². Et donc, on est allé toquer un peu à toutes les portes pour essayer de récolter le plus de données possible à valoriser. Donc, on a 91 données de débit issues de la banque hydro et 342 stations de température issues des DREAL, de l'OFB, des fédérations de pêche. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va observer donc 44 stations, on va avoir à la fois débit et à la fois température. Et pour faire le lien avec les eaux souterraines, on s'est intéressé donc à la lithologie. La lithologie, donc, c'est la nature des roches qui composent le bassin versant. Et on est allé attribuer à chaque station une lithologie dominante. Donc, par exemple, cette station-là, elle est typiquement de type calcaire, cette station-là est typiquement de type argileuse, ce qui nous permet après de faire des analyses, donc, que je vais vous présenter juste après, grâce à nos signatures. Donc, une signature, qu'est-ce que c'est? Finalement, une signature, c'est un indicateur, une métrique. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Mais moi, j'aime bien le terme signature parce que ça nous rappelle que ça fait le lien avec des processus. Et le processus que nous, on cible, c'est les eaux souterraines. Et donc, par exemple, je vous en présente un exemple de deux signatures hydrologiques largement utilisées. Donc, le Base Flow Index, c'est une décomposition du débit entre le débit bleu clair et le débit bleu foncé pour montrer, on va dire, quelle est la proportion du débit qui est plutôt lent, qu'on appelle le débit de base, qui est du coup plutôt lié au compartiment souterrain. On va aussi avoir donc le Q90, le quantile 90 des débits, qui est globalement un débit d'étiage. On peut faire la même chose avec la température. Donc la température, on peut observer donc les 30 jours les plus chauds de l'année, par exemple, en sachant qu'en fait les eaux souterraines ont- sont en fait permettent de mitiger l'augmentation de la température. Ce qu'on peut aussi regarder, donc c'est ce qu'on appelle la sensibilité thermique. La sensibilité thermique, donc c'est une notion qui est assez facile à comprendre. C'est quand on augmente la température de l'air de 1 degré, de combien de degrés on va augmenter la température de l'eau. Et donc, encore une fois, les eaux souterraines permettent de mitiger cette augmentation. Et donc, on obtient des cartes, comme ça, où pour chaque station, on va attribuer la valeur de la signature calculée. Et on refait le lien avec la lithologie et on obtient donc les graphiques qu'on a en bas, c'est-à-dire quelle lithologie. Donc là, par exemple, en vert clair, vous avez la lithologie de type calcaire. En bleu foncé, vous avez la lithologie de type argileuse. Et en fait, quelle est la différence que les lithologies vont induire sur les températures? Donc on peut voir, par exemple, plusieurs impacts positifs de la lithologie. Donc je vous les ai synthétisés sur la diapo d'après. Des lithologies de type calcaire vont pouvoir permettre de mieux soutenir les étiages, vont réduire la variabilité des débits, vont diminuer les températures estivales et diminuer la sensibilité thermique, c'est-à-dire cette sensibilité aussi au réchauffement climatique finalement. Alors que des stations avec des typologies de lithologie de type argileuse auront, elles, tendance à avoir des comportements opposés, donc être plus sensibles aux échauffements de température. Bien, donc ça c'est un peu ce que nous a donné l'analyse des données. Maintenant, on peut essayer de regarder comment on passe et on utilise ça pour de la simulation. Donc, je vais vous présenter deux modèles brièvement pour revenir dessus dans les questions si vous voulez que je détaille un peu plus. Le premier modèle, donc, s'appelle le modèle de température TNET. Il a été déjà utilisé sur la Loire. Donc, moi, je l'ai réappliqué donc, sur le bassin versant de la Saône. Et c'est un modèle qui est assez pratique parce qu'il est basé sur les processus. Donc, on va pouvoir vraiment décrire chacun des processus de façon isolée. Donc, l'ombrage, le rayonnement solaire, mais également les eaux souterraines. Et il est complètement distribué, c'est-à-dire qu'on a accès à cette grandeur, la température, sur l'ensemble du réseau BD Topage. À droite, quelques exemples de résultats, ils ne sont pas définitifs, mais voilà, c'est pour vous donner une idée de ce qu'on obtient. Donc avec en rouge la température réelle et en bleu la température simulée. Et en fait, pour calculer la température, on va avoir besoin des données de débit, notamment des vitesses et des hauteurs, qui en fait impactent la température des rivières. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de faire un couplage. Et ce couplage, il a été réalisé avec le modèle J2000, qui est peut-être un modèle que vous avez déjà entendu parler parce qu'il a été initialement mis en place sur le Rhône. Et donc, c'est un modèle qui est pratique aussi parce qu'il est basé sur les processus et complètement distribué. Donc, on a accès au débit sur l'ensemble des tronçons. Et il décompose les débits en trois composantes. La composante de surface, de subsurface et de débit profond. Et donc, nous, pour la température, c'est intéressant d'avoir accès à savoir est-ce que l'eau vient de la surface ou vient de la nappe. Et donc à droite, vous avez les résultats qu'on a obtenus sur quelques rivières, peut-être que vous connaissez dans vos bassins versants. Et quelques perspectives. Donc en fait, aujourd'hui, on voudrait utiliser ces signatures que je vous ai présentées précédemment comme des critères de calibration de la modélisation. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas que les critères classiques, mais on regarde aussi de se dire est-ce que le base flow index est bien représenté dans nos modèles? Est-ce que le débit d'étiage aussi? Et pour essayer de mieux prendre en compte ces processus. Et enfin, regarder l'évolution des signatures qu'on a calculées précédemment avec le changement climatique
pour regarder quelles composantes du régime thermique et hydrologique seront impactées par le changement climatique. Voilà, j'espère avoir été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser, je serai ravi d'y répondre. Merci beaucoup. Eh ben, on vous propose voilà, de poser vos questions dans le chat. N'hésitez pas, on a au moins un petit quart d'heure avec Léo pour échanger. Parce qu'après, il partira, donc il faut qu'on l'utilise maintenant, Léo. Moi, j'ai une question, Léo. Oui. T'as fait 4 classes, en fait. Si on part sur le territoire français, là, est-ce que ces 4 classes sont représentatives, en fait, de la géologie globale, ou tu pourrais sur d'autres territoires des classes très différentes? Ouais, c'est une bonne question. En fait, déjà, si je suis parti sur l'analyse des eaux souterraines, c'est un constat qui part en fait du fait que ce bassin versant-là a une lithologie assez particulière qu'on ne peut pas retrouver partout sur le territoire français, qui va être euh, globalement enfin, constitué de beaucoup de calcaire et de réseaux karstiques. Donc, bon, il y a d'autres cas comme ça en France, mais je veux dire, voilà, c'est quand même une spécificité. Et, euh, et donc ces 4 classes-là, ça peut ne pas être toujours intéressant de le faire. En fait, ça dépend vraiment de l'échelle à laquelle on regarde le bassin versant, quelle est la taille du bassin versant. Parce que, par exemple, si, pour les connaisseurs ici, je ne sais pas si vous voyez mon curseur de ma souris. Oui. Voilà, cette rivière en M ici, c'est le Doubs. Et donc, si je m'intéresse à faire l'analyse seulement du Doubs, en fait, je vais me rendre compte que j'ai qu'une seule classe lithologique, c'est du calcaire. Donc, en fait, ça n'a pas forcément d'intérêt de se dire, ah ben, je vais rediviser mon bassin versant parce que, bah, en fait, j'ai 100% de calcaire. Donc, ce qui est intéressant, c'est de faire cette analyse-là sur des bassins versants qui sont contrastés, avec des contrastes de lithologie pour regarder les différences. Et donc, sur d'autres parties de la France, on va pouvoir observer d'autres types de lithologie, notamment ici, on en a très peu, mais du volcanisme, où on est un bassin versant qui est très peu volcanique. Donc en fait, euh, les caractéristiques que j'ai montrées là ne sont pas forcément extrapolables partout, mais cette analyse est quand même intéressante à faire partout, de se dire, ah, est-ce que mes débits et mes températures sont impactés par la lithologie? Oui, non. Et si oui, on peut développer la même analyse. Merci Léo. Donc il y a plusieurs questions. La première, c'est est-ce que tu pourrais redonner la définition de la signature? Une signature, moi, en fait, signature, c'est un terme qui commence à devenir à la mode et qui a été popularisé, on va dire, au niveau de l'hydrologie en premier, puis qui a été réutilisé après en température. En fait, c'est un indicateur, donc c'est-à-dire quand on a un signal de débit, on va s'intéresser juste à une caractéristique de ce signal. Est-ce que c'est le maximum, le minimum, la différence entre les deux, ou alors son taux de variation. En tout cas, on va essayer de se rapprocher en fait de quantifier un aspect visuel avec une valeur. Et cette valeur-là, donc nous on l'appelle signature parce qu'on peut la relier derrière à un processus. Et ces processus-là, ils sont reliés au régime des rivières. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est une grandeur qui est calculée sur un signal qui permet d'être après relié à des choses plus de la vie réelle. Donc bah, ça peut être aussi des seuils écologiques, ça peut être des processus de rayonnement, ça peut être des écoulements d'eau souterraine. Voilà. C'est pour faire le lien entre les deux. Je sais pas si c'est clair. Merci Léo. Il y a aussi justement sur les signatures quelqu'un qui demandait ont été sélectionnées les deux signatures thermiques TM30 et sensibilité. Ok. Donc là, en fait, moi, je vous présentais ces deux signatures-là parce que c'était pour la présentation, essayer de simplifier un petit peu. Mais donc, tac. Ici, donc, ça, c'est vraiment d'autres signatures qu'on peut utiliser. Donc là, ici, en pointillé, vous avez en fait des régressions du signal en termes de sinusoïdal, par exemple. On peut avoir aussi compté un nombre de jours au-dessus de 15 degrés, donc c'est le liseré en gris que vous avez. On peut faire des ratios d'amplitude, on peut faire des décalages temporels. En fait, il y a tout un tas de batteries de signatures qui existent. Il y en a des centaines hein, dans la littérature scientifique. Et donc, nous, comment on a choisi nos signatures? C'est pour essayer de cibler le processus qu'on étudie. Et donc, quand on a vu que d'autres études avaient conclu déjà que, par exemple, les eaux souterraines impactaient la sensibilité thermique des rivières, donc la pente de la régression entre température de l'air et température de l'eau, bah, du coup, on s'est dit, ah bah, on a déjà en fait une preuve de concept que cette signature-là impacte ce processus, donc nous, on la sélectionne. Et en fait, on a déjà commencé à sélectionner les signatures comme ça. Et un deuxième aspect que j'ai pas abordé ici, euh, c'est un peu compliqué, peut-être je vais pas rentrer dans ce détail-là, mais c'est qu'en fait, les signatures sont reliées à
à des composantes du régime. Donc le régime, qu'est-ce que c'est? Un régime thermique, par exemple, ça va être comment se comporte la température sous forme de plusieurs caractéristiques. Donc, on va pouvoir avoir en termes de magnitude, donc de variable quel est le maximum de cette valeur, de la valeur de température. On peut avoir aussi le taux de changement, est-ce que ça change très rapidement, il y a des grandes variabilités ou pas. On peut aussi voir le timing, à quel moment de l'année il se passe tel ou tel événement. Et en fait, on observe comme ça 5 grandes composantes du régime. Et nous, ce qu'on a essayé, c'est de prendre des signatures qui sont dans l'ensemble de ces composantes pour se dire, notre jeu de signatures caractérise l'ensemble du régime thermique et hydrologique, c'est-à-dire l'ensemble de toutes ces caractéristiques. J'essaie de te faire simple, mais c'est pas forcément facile à comprendre. Ouais, merci pour ces précisions. Il y avait une question sur les actions pour diminuer la température, hormis l'ombrage et la pédologie. Est-ce qu'il y a des actions qui peuvent diminuer la température? Et c'est quelqu'un qui dit qu'il a testé la mise en place de radiers en pierre, mais les résultats ne sont pas probants. Est-ce que, voilà, à ta connaissance, il y a d'autres actions qui pourraient être bénéfiques? En fait, quand on regarde la température, en termes en tout cas de modélisation, c'est intéressant de regarder quels sont les processus qui vont le plus impacter finalement la température à terme. Et donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est que le facteur, en général, dans une grande majorité de cas, le facteur principal, donc, c'est le rayonnement solaire. Et donc finalement, ce qui va impacter la température, c'est l'ombrage en rive droite et en rive gauche des cours d'eau. Donc s'assurer déjà de protéger ce qu'on appelle la ripisylve, donc les arbres qui sont, et la végétation qui sont à droite et à gauche des cours d'eau, pour essayer de protéger déjà au maximum déjà ce rayonnement solaire. Ensuite, en deuxième, souvent, on a les eaux souterraines, donc la réserve en eau souterraine qui permet de réchauffer un peu l'hiver et de refroidir l'été. Mais également, donc effectivement, comme ça a été évoqué dans le chat, les seuils peuvent avoir un impact sur la température, un impact qui peut être des fois positif, même si j'aime pas utiliser ce mot pour les seuils, et négatif parce qu'en fait, on a un phénomène qui s'appelle la stratification qui se crée en amont des seuils. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, quand l'eau chaude qui est en haut est plus dense, pardon, va flotter en fait sur l'eau froide. Et donc, du coup, quand l'eau se réchauffe en surface, finalement, ça fait une couche protectrice qui fait que l'eau qui est en dessous va rester très fraîche. Et donc, à l'aval d'un seuil, si le seuil a une vidange de fond, on va retrouver de l'eau très froide qui va couler à l'aval du seuil. Donc, c'est un peu contre-intuitif, mais quand on installe des seuils, en amont, on va avoir de l'eau très chaude, en aval, de l'eau très froide, si la vidange se fait par le bas. Euh, et donc, effectivement, on peut se demander quel serait cet impact-là, mais moi, je ne suis pas spécialiste de ça. Il y a eu d'autres thèses qui ont été faites avant. Je vous renvoie notamment sur la thèse de Agnès Seyed-Semi, ou c'est toujours en étude aujourd'hui à l'INRAE, dans mon équipe d'ailleurs. Et juste, je rebondis sur les précédents webinaires, on a eu ces questions en fait, d'influence, et on se rend compte effectivement, comme tu le dis, que quand on a des rivières incisées qui drainent facilement, en fait, bah, finalement, il n'y a plus d'apport par les nappes, en fait, et que le remonter le niveau des nappes, finalement, c'est un moyen de garantir un stockage d'eau fraîche, en fait, pour l'été. Donc, ça a un impact sur le long terme et à grande échelle, quoi. Fait que si tu mets un seuil à un endroit particulier, je pense qu'on n'a pas un impact fort. Par contre, si on arrive à restaurer des masses d'eau je parle en termes de remonter les niveaux des fonds des rivières, naturellement ou autrement, j'ai pas, on va pas parler de technique, mais ça peut jouer effectivement sur le fait qu'il y ait de l'eau qui arrive en été en quantité et qui permet de soutenir un régime de fond plus frais. Et il y avait la question de l'ombrage, il y avait une autre question sur le, il disait que effectivement l'impact était vraiment fort, c'était sur les têtes de bassin versant, parce que l'eau elle sort fraîche et elle est tout de suite réchauffée. Et puis après, elle a du mal à se refroidir parfois. Donc, l'idée de les têtes de bassin versant, pas avoir des temps, pas avoir de la ripisylve, c'était plutôt voilà, des facteurs qui permettaient de positifs. Et après, sur les grandes rivières, effectivement, qu'on a un grand miroir d'eau, bon, bah là, qu'on a un barrage ou pas, il y a un grand miroir d'eau. Qu'il y a la ripisylve ou pas, il y a un grand miroir d'eau. Donc, ça se sent moins, en fait. C'est la question suivante, ça? Ouais, merci. Il y avait une question sur pourquoi les stations sont non couplées, pourquoi notamment mesurer le débit et pas la température. Alors, juste, je rebondis juste sur la remarque que tu avais fait juste avant, Antoine. C'était Vas-y. ce qui est important de comprendre sur la température, donc c'est que c'est pas comme le débit. C'est pas forcément du coup quand on travaille sur le débit, on n'a pas forcément ces notions-là qui viennent tout de suite en tête, mais la température, si je réchauffe de 1 degré ou 2 degrés à un endroit,
je vais pas retrouver ce réchauffement plus tard. Alors que les débits, si je prélève 1 mètre cube, bah, le mètre cube, il est perdu sur tout le long de la rivière. En fait, la température, ce qu'on appelle se réinitialise, et donc l'impact d'un seuil ou d'un réchauffement à un point va en fait se dissiper. En général, on parle de 5 à 10 km à l'aval de cette perturbation. Effectivement, la lithologie, elle, c'est un impact qui est complètement diffus, vu que la nappe est complètement diffusée sur l'ensemble du bassin versant. Euh, et donc, la question, c'était sur les stations. Donc ça, en fait, aujourd'hui, les stations, c'est vrai qu'on pourrait avoir envie de mettre des débits et des centres de température au même endroit. Bah, justement, sur la carte que vous avez à droite, c'est le cas sur tous les points qui sont grisés, où on a à la fois accès au débit et à la température. Mais en fait, déjà, c'est pas les mêmes personnes en général qui vont mesurer ces deux grandeurs-là. Et le débit, on se rend compte qu'on a des données qui sont très anciennes, hein. Le débit, c'est vraiment la quantité d'eau dans les rivières. Donc ça, c'est quelque chose qui a intéressé les humains depuis très longtemps, savoir si oui ou non on va avoir de l'eau. Mais la qualité, finalement, la température, c'est quelque chose qui est très récent. Et on a du mal à avoir des données avant 2010, en fait. On en a un peu, hein, mais on a vraiment beaucoup de mal. Et c'est souvent des campagnes de mesure qui sont lancées par les fédérations de pêche et qui sont souvent ciblées sur l'été, qui sont souvent ciblées sur des applications qui sont très écologiques finalement. Et donc, si on veut avoir des données de chronique qui sont de long terme, où on sait comment c'est l'hiver, comment c'est l'été, on se retrouve à avoir ciblé en fait des types de mesures qui sont pas forcément des mesures qui sont liées au débit. Et du coup, on n'a pas beaucoup d'endroits où on a accès aux deux, mais ce serait beaucoup, enfin, à terme, hein, si pour augmenter la connaissance et augmenter notre qualité de représentation, ce serait vraiment intéressant de mettre en place au même endroit débit, température sur du long terme, c'est-à-dire pas que l'été, mais aussi l'hiver. Merci beaucoup Léo. Il y a une question de quelqu'un qui travaille dans un sous-bassin versant du bassin versant que tu as présenté, qui s'appelle Jérémy, alors il n'y a pas le nom de famille. Ah bah, Et qui dit qu'il a rencontré beaucoup de variabilité dans le protocole de mise en œuvre de recueil des données de température. Comment est-ce que c'est pris en compte dans ton travail et tes modèles, cette variabilité? Alors, la variabilité, j'ai du mal à comprendre peut-être ce qu'il y a derrière, je sais pas si Jérémy peut préciser, mais la variabilité que moi, à laquelle je me suis confronté, c'est la variabilité au niveau de à quel moment les données ont été mesurées. C'est-à-dire que des fois, j'ai des données qui sont mesurées en 2010, des fois, j'ai des données qui sont mesurées en 2014, des fois, c'est des étés consécutifs 2012, 2013, 2015. Et donc, c'est vrai que pour comparer ces données-là, c'est très difficile. Alors, je sais pas si c'était ça la question ou pas. Je sais pas si on peut elle avoir une précise, validation dans elle le précise chat. sur la variabilité dans l'emplacement des sondes qui est en question, la Ah, reproductivité des mesures et que la base de données publique de température est non structurée à part Naiad. Que bah, en fait, tu... ça a été un énorme travail donc, de structuration de la base de données qu'on a récupérée parce qu'effectivement, en fait, tout le monde fait des données un peu dans son coin et c'était très dur déjà de convaincre les gens de nous les transmettre et ensuite d'uniformiser cette base de données-là. C'était un gros travail en amont de pouvoir tout uniformiser. Et après, on a fait un travail aussi de critique visuelle. Donc, chacune des stations, on a tracé les signaux. On a tracé on avait une batterie de filtres, en fait, pour vérifier que les données étaient cohérentes ou pas. Et en fait, on est allé repérer des secteurs qui étaient où on disait, oula, en fait, là, concrètement, par exemple, un exemple qui arrive très souvent, c'est il n'y a plus assez de débit dans la rivière, la sonde de température n'est plus en eau et elle mesure la température de l'air. Et donc ça, c'est quelque chose que nous, on peut visuellement très vite repérer avec des filtres, où on dit une augmentation très rapide avec la température de l'air qui est égale à la température de l'eau. Bon, ben, en fait, la sonde mesure une donnée qui est aberrante. Et donc, on a mis en place tout un tas de corrections de cette base de données, d'uniformisation de la base de données, pour essayer donc effectivement de lisser au maximum toutes les erreurs en fait, du protocole de mesure finalement. Et on a sélectionné que les stations où on avait enfin, on était confiant sur la mesure, parce que là, je vous montre 342 stations, mais en réalité, à la base, avant tout ce travail-là, j'en ai récupéré plus de 650, je crois. Et donc, en fait, les 340 qui restent, c'est des stations où on a une chronique suffisamment longue et avec une donnée qui est suffisamment sûre et validée par toute la batterie de tests qu'on a mis en place. Une dernière Une question? dernière question, ouais, tout à fait. Merci beaucoup Léo. C'est une question sur est-ce que tu as été confronté à des entités complémentaires, c'est-à-dire des zones de fond de vallée ou des zones karstiques mal connues, donc des zones lithologiques ou géologiques pas très bien définies? Dans la baie d'Elisa. Ouais, alors
Bon, actuellement, moi, donc la baie d'Elisa, l'avantage, c'est que elle est donc sur l'ensemble du territoire français. Elle est uniformisée, donc il n'y a pas d'endroit avec des trous, il n'y a pas d'endroit avec des manques. Si vous travaillez sur la France, vous pouvez avoir donc une caractérisation complète de votre bassin versant. Et donc cette caractérisation, je peux rentrer un petit peu plus dans le détail. J'avais fait une diapo supplémentaire dessus. Elle se décompose en trois aspects. C'est ce qu'on appelle le thème. Est-ce qu'on est sur du sédimentaire, du socle, de l'alluvial? La nature, est-ce qu'on est sur quelque chose d'aquifère ou de plutôt imperméable? Et enfin, le type de lithologie. Donc, est-ce que c'est sur du milieu poreux, karstique, fracturé, matriciel? Et donc, il y a quelques endroits où, effectivement, donc, notamment sur le type, vous avez des structures qu'ils appellent multimilieux, c'est-à-dire des structures grisées, où c'est compliqué de savoir exactement ce qu'il y a derrière parce que c'est des endroits qui sont assez nébuleux, on va dire, en termes de structure géologique. Donc, je sais pas si ça faisait référence à ces endroits-là, mais effectivement, donc on en a sur le bassin versant. Euh, mais sinon, en fait, on a quand même une connaissance complète du territoire français grâce à la baie d'Elisa. Donc, il n'y a pas d'endroit où on peut pas, où on sait pas on sait pas ce qu'il y a. En tout cas, c'est clair. Après, le niveau de représentativité, au niveau, si on a des échelles beaucoup plus locales, c'est-à-dire qu'on travaille sur des bassins versants plus petits, de moins de 100 km², c'est peut-être moins adapté, hein. Attention, faut aussi vous regarder l'échelle à laquelle est fait la baie d'Elisa. Et une dernière chose que je peux évoquer, c'est qu'en fait, par contre, dans tout ce qui est système karstique, donc notamment ici, si je parle du bassin versant du Doubs et de la Loue, en fait, là, on a des problématiques qui sont du fait que bah, tout ce que nous, on connaît comme les écoulements topographiques, c'est-à-dire de l'eau qui coule sur une pente et qui va jusqu'à la rivière, bah, dans des systèmes qui sont karstiques, on va avoir des écoulements qu'on appelle interbassins, donc c'est-à-dire en fait par des rivières souterraines. Et donc ça, par contre, on a des grosses problématiques de connaissance de ces rivières souterraines, de où est-ce qu'elles partent, où est-ce qu'elles arrivent, quels sont leurs débits, est-ce que c'est est-ce que quand c'est quand il y a des crues, est-ce que c'est tout le temps? Et donc ça, il y a des bases de données qui s'appellent la BD de traçage, où ils font des traçages avec des colorants pour savoir où est-ce que ça part, où est-ce que ça sort, mais c'est très compliqué à après prendre en compte dans des processus de recherche comme ça. Donc on essaye, mais c'est pas forcément évident. Merci beaucoup Léo, merci pour ces échanges et toute la présentation, puis toutes les réponses complémentaires. Euh, on va passer du coup à la présentation d'Emma. Et n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, à contacter Léo. On transmettra les PowerPoint et les adresses mail des doctorants au webinaire si jamais vous voulez échanger plus avec eux. Merci beaucoup Léo et Emma, on te laisse faire le partage d'écran. Donc bonjour à tous, merci à tout le monde d'être là aujourd'hui. Donc moi je m'appelle Emma Marie, je suis doctorante en deuxième année au LENA, donc le laboratoire d'écologie des hydrosystèmes naturels et anthropisés sur le campus de la Doua à l'Université Lyon 1. Et contrairement à Léo qui a parlé de rivières, moi je vais vous parler d'étangs et particulièrement des flux de carbone en lien avec les pratiques piscicoles dans les étangs de la Dombes. Donc pour vous contextualiser un petit peu tout ça, là vous avez une représentation assez simplifiée du cycle du carbone, donc cette espèce de tunnel d'entonnoir que vous voyez juste là. En fait, on a les écosystèmes terrestres et les océans qu'on connaît plutôt bien en termes de puits de carbone, donc ils vont capter le CO2 atmosphérique. Et on sait que le carbone va transiter d'un écosystème à l'autre via les hydrosystèmes continentaux. Par hydrosystèmes continentaux, j'entends les lacs, les marais, les étangs, les estuaires, les rivières. Et en fait, on a remarqué, donc parmi de nombreuses études qui ont déjà été faites, qu'il y a une partie du carbone qui arrive au niveau de ces hydrosystèmes continentaux et il y a seulement une petite partie qui va en ressortir, qui nous montre que ces hydrosystèmes continentaux, ils vont jouer un rôle assez important dans la contribution de mobilisation du carbone dans le cycle global. Et en fait, ils vont incorporer ce carbone dans leur réseau trophique, ils vont le stocker également dans le sédiment et vont, pour une grande partie, le réémettre dans l'atmosphère sous forme de gaz à effet de serre. Ce qu'on sait également, c'est que les grands lacs donc d'eau douce sont responsables jusqu'à 25% des émissions de gaz à effet de serre mondiaux et que les petits étangs, bien que ne représentant que moins de 10% de la surface globale des lacs et des étangs, sont responsables jusqu'à 15% des émissions de CO2 et 41% des émissions de méthane. Malheureusement, on a peu de données sur les étangs, mais des études qui ont d'ores et déjà été faites, on sait que ce sont des hotspots de contribution aux gaz à effet de serre. C'est là que ma thèse entre en jeu. Donc moi, je travaille sur la région de la Dombes, donc les étangs de la Dombes, qui sont donc la région de la Dombes dans le département de l'Ain, juste au-dessus de Lyon.
C'est une région qui compte plus de 1100 étangs, donc c'est un grand réseau d'étangs plus ou moins interconnectés, soit 12 000 hectares d'étangs. La Dombes, c'est une zone qui est sous directive Natura 2000. C'est la plus grande filière piscicole de l'Hexagone. C'est 1000 tonnes de poissons par an et principalement de la carpe. Et c'est une zone qui fête aujourd'hui c'est 1 an en tant que labellisation donc des zones Ramsar. C'est une zone, donc c'était des anciens marécages infestés de moustiques au Moyen Âge qui sont devenus des étangs piscicoles, qui sont remplis par l'eau de pluie et donc des systèmes totalement artificiels et anthropisés. En plus de ça, ils ont une hydrologie assez particulière, puisqu'ils sont soumis à un cycle de 5 ans. On va avoir 4 ans de mise en eau, donc où les étangs vont être. On va y avoir de l'élevage de poissons. Donc, comme là, sur les photos juste au-dessus, ce sont des étangs qui sont en évolage, donc c'est un terme assez particulier. Et chaque année, les étangs vont être vidés puis pêchés et remplis pour l'année d'après, l'année d'évolage suivante. Sauf si ils tombent en 5e année, l'année qu'on appelle l'année d'ASEC, année pendant laquelle ils vont être vidés, curés, nettoyés et également mis en culture. Donc là, vous avez un exemple d'un étang, donc le même étang, l'étang Mézeray à Versailles, qui est sur la gauche en évolage et sur la droite, donc juste après la pêche, où on voit bien tout le sédiment qui va être exondé. Ces étangs sont gérés donc de bien des façons, donc ils peuvent être nourris, ils peuvent être fertilisés, ils sont empoisonnés pour la plupart et ils sont également chaulés, que ce soit sur l'eau et également pendant la sec. Et donc dans le cadre de la thèse, on a décidé de suivre pas mal d'étangs, donc 38 étangs, qui recouvrent assez bien la région de la Dombes. Et on a mis en place une typologie donc pour voir un petit peu comment ces étangs sont gérés sur la base des données d'intrants qui ont été fournies par les pisciculteurs. Et donc, ça va être intéressant de regarder, par exemple, les étangs dans le sud en vert clair qui ne bénéficient pas d'ajout d'intrants du tout par rapport à des étangs, par rapport à tous les autres étangs, et notamment aux étangs là dans le nord qui sont en rose foncé, qui vont avoir une diversité d'intrants beaucoup plus importante. Donc la grande question de la thèse, c'est d'essayer de comprendre la dynamique du carbone dans les étangs en lien avec les pratiques piscicoles. Donc, dans un premier temps, on va regarder donc, nos étangs lorsqu'ils sont en eau, donc pendant la période d'évolage, ces flux de gaz à effet de serre et les facteurs, les paramètres qui vont les influencer. Dans un deuxième temps, on a une partie de ces étangs-là qui partent en assec et on va regarder si la mise en assec et la culture vont avoir un impact sur la séquestration du carbone. Et dans un troisième temps, on va regarder ce qui se passe en fait au niveau du réseau trophique, au niveau de la biodiversité, quels sont les flux d'énergie en fonction donc de ces pratiques piscicoles, donc les flux d'énergie qui vont aller de la base de la chaîne trophique jusqu'aux poissons, et est-ce que les poissons vont se nourrir plutôt de sources autochtones ou allochtones. Donc pour ça, l'été dernier, on a échantillonné pendant 5 semaines tous nos sites avec donc, nos gaz à effet de serre et nos variables physico-chimiques. Cette année, on a 5 sites sur les 38 qui sont partis en ASEC, donc ça nous permet de faire un suivi mensuel, donc jusqu'à la remise en eau. Et on va mesurer encore une fois nos flux de gaz à effet de serre et des paramètres physico-chimiques, notamment température et humidité du sol. Et dans un troisième temps, l'été dernier, on a bénéficié de l'échantillonnage estival pour récupérer nos échantillons de biodiversité. Et je suis également allée récupérer des poissons pendant la pêche. Ce qui est important de comprendre sur ces systèmes-là, c'est que c'est des systèmes qui sont extrêmement sensibles au changement climatique. On a une forte augmentation des asséches naturels ces dernières années, notamment l'été dernier où il a fait vraiment très très chaud. Donc, c'est des systèmes qui sont en constante évolution et qui sont très sensibles. On a bien sûr une influence de la gestion, une influence des pratiques piscicoles qui vont induire une modification de l'habitat et donc des paramètres abiotiques du milieu, et donc une modification des services écosystémiques qui vont être rendus par les étangs. Un des grands objectifs de la thèse également, c'est de vulgariser la connaissance scientifique, de faire un transfert de connaissances. Donc, on a une forte notion d'interdisciplinarité parce que l'objectif, c'est de travailler avec les gestionnaires, avec les exploitants, pour pouvoir optimiser en fait les pratiques, les pratiques piscicoles pour réduire les gaz à effet de serre, mais en même temps en maintenant cette activité piscicole qui est ancestrale et transmise de père en fils depuis des années et hyper importante pour la région. Et bien évidemment, ça sera permis par un suivi donc de plus long terme pour améliorer ce gap de connaissances qu'on a au niveau de la Donde. À savoir que quand même le potentiel de réchauffement global du méthane est 30 fois supérieur à celui du CO2, donc c'est pas négligeable. Et donc c'est important donc, de travailler à la fois sur la Donde et d'améliorer aussi les connaissances sur ces émissions de gaz à effet de serre. Et donc bien sûr, tout ça est lié. Voilà, merci de votre attention. Ou si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Emma. Et bien, on va aller tout de suite les questions dans le chat. Pendant que tu regardes, je vais peut-être commencer avec une question, Emma. Tu Oui. parlais de la transmission des connaissances. Quelles sont les relations avec les pisciculteurs? Est-ce que c'est quelque chose ce type d'études, ça les intéresse? Est-ce qu'ils sont moteurs dans le fait de vouloir changer les pratiques?
Ils sont assez curieux parce que c'est quelque chose qui est assez méconnu. Enfin, on en parle de plus en plus des émissions de gaz à effet de serre au sein du grand public, mais les pisciculteurs, c'est des gens qui ont des vies à 100 à l'heure et du coup, qui forcément, quand on arrive et qu'on leur dit, je viens sur votre étang échantillonner pour faire des mesures pour savoir s'il y a des émissions de CO2, ils froncent un petit peu les sourcils au départ. Et en fait, pour la plupart, voire même la grande majorité, ils sont extrêmement intéressés. Et c'est ça qui est chouette aussi, c'est que c'est des étangs qui sont privés. Et donc, enfin, je suis en constante communication, moi, avec eux. Et donc, ils ont vraiment envie de voir des résultats et de voir ce que ça donne. Et donc c'est plutôt agréable comme communication. Moi, j'ai une question sur le type des étangs, parce qu'en fait, selon la surface, la profondeur, Oui. peut-être qu'il y a des comportements différents. Est-ce que tu as des catégories d'étangs très différents ou c'est vraiment monotypique, ils font à peu près tous la même profondeur? Je vous pensais par les stratifications, par exemple par thermique et tout ça, qui peuvent peut-être influencer ou pas les processus. Est-ce que tu as des typologies un peu Euh, différentes? Dans ces étangs-là, il y a très peu de stratification parce qu'ils sont vraiment de très très faible profondeur. Enfin, il y a même pas 10 mètres de profondeur dans les étangs, donc au moins ça variait de. En plus, avec l'été dernier où il a fait très chaud, bien évidemment, il y avait encore moins d'eau que normalement. Il y a au niveau de la. Je peux juste peut-être revenir sur cette photo-là. Là, donc, c'est la vanne qui va permettre de faire la connexion entre les étangs. Et juste là devant, c'est la zone de pêcherie. Donc là, ils vont, au moment de la pêche, où ils vont regrouper les poissons pour pouvoir les pêcher. Et ça, c'est la zone la plus profonde, qui parfois peut faire 10 mètres. Mais c'est extrêmement rare. Et en tout cas, sur les étangs que moi j'ai, enfin, il y a quand même une homogénéité. Certes, il y a des étangs plus petits que d'autres, mais de façon générale, ils vont pas excéder les 5-6 mètres de profondeur, quoi. Donc là-dessus, Il y a une c'est assez question, homogène. Pardon. il y a une question sur les effets des pratiques piscicoles sur le flux de carbone. Si tu pourrais préciser Oui. ce cas. Euh, du coup, on a donc sur la typologie qui est juste là, on a essayé de regarder ce qu'ils rajoutaient dans les étangs. Donc, on sait qu'ils rajoutent, ils peuvent nourrir les poissons, ils peuvent rajouter des fertilisants, que ce soit du fumier ou de l'ammonitrate, et ils rajoutent aussi de l'eau. Par exemple, pour nourrir les poissons, on va rajouter une source alimentaire supplémentaire. Donc, en fait, ce qu'ils essayent de faire, que ce soit par le nourrissage, donc au niveau des poissons, ou en rajoutant des fertilisants, ils vont essayer de booster le système pour qu'il soit super productif. Parce que leur objectif, c'est de faire du poisson, et bien sûr de façon totalement extensive. Mais du coup, ils essayent de booster le système. Et ils rajoutent aussi de la chaux. Donc la chaux, ils rajoutent des carbonates. Donc potentiellement, ils vont modifier le pH. Et donc tout ça, ça peut influencer en fait les paramètres du milieu, que ce soit la quantité en nutriments à l'intérieur d'un étang, le pH qui va influencer ensuite la spéciation du CO2 à l'intérieur de l'étang. Et ça va aussi influencer le stock. Donc on parle de stock de matière organique dans l'étang qui va ensuite, par exemple, être reminéralisé par les bactéries où le sol va être ensuite respiré. Donc tout ça, en fait, tous ces paramètres qui vont être modifiés par l'ajout de nourriture, l'ajout de fertilisants, ça va ensuite potentiellement être responsable d'émissions de CO2 et de méthane parce qu'il y a plusieurs procédés en fait pour d'émissions notamment naturelles de CO2 et de méthane dans les étangs. Je ne sais pas si c'était clair et je peux répéter si ça ne l'était pas ou me Moi, reformuler. ça va. Moi, j'ai une question justement sur la partie impact du réchauffement climatique. On parle des temps qui ont été à sec, il me semble, hein, ces années. Ce qui finalement va augmenter le nombre d'années à sec potentiellement, Mm. de force. Est-ce que tu crois, est-ce que vous avez analysé, je pense, ce forçage en fait, du fait que comme il y a plus à sec, est-ce que ça va transformer le carbone différemment ou émettre du méthane différemment? Est-ce que c'est un facteur que vous avez étudié? Mais c'est un peu l'objectif de regarder si au niveau de la SEC, on va avoir, on a des émissions et les comparer avec les émissions qu'on peut avoir sur les étangs en eau. Après, c'est encore une fois, c'est extrêmement étang dépendant. Par exemple, sur les étangs que je suis en train de suivre moi en ce moment, c'est des étangs qui, pour certains, en fait, le cycle de 5 ans, c'est un cycle qui est assez théorique. Parfois, il reste plus de 6 ans en eau. Parfois, la sec tombe beaucoup plus tôt parce que, comme tu disais, il fait plus chaud, donc les secs vont tomber plus vite. Et en fait, on se retrouve avec une quantité de vase sur les étangs qui va peut-être agir comme une espèce de couche imperméable qui va empêcher le carbone de sortir et qui va rester stocké dans le sédiment. Donc c'est assez variable entre les étangs et c'est hyper intéressant de regarder justement parce que cette proportion d'étangs en assec va augmenter si c'est peut-être dramatique ou pas par rapport lorsque les étangs sont en eau. Et sur le mode de culture, parce que, en fait, est-ce que c'est toujours un mode de culture, je sais pas, céréalière, ou est-ce qu'il y a des variations? Parfois, c'est une sorte de jachère, parfois c'est de la prairie. Bon, je l'appelle la prairie, c'est peut-être pas le bon truc, mais est-ce que vous avez des variations de mode de culture pour l'instant ou c'est toujours Pendant le la même? sec, Ouais.
Oui, de façon générale, ils vont plutôt mettre du maïs, mais ils peuvent aussi mettre du blé, du soja, du sorgho. Et ça, encore une fois, c'est encore un paramètre à prendre en compte parce que potentiellement, ça va avoir un effet différent dépendant de l'espèce. Je suis absolument pas spécialisée là-dedans, mais du coup, je vais devoir mettre le nez dedans pour regarder s'il y a un effet. Après, dans les 5 étangs, moi, que j'ai, il me semble ils vont tous faire du maïs. Donc, à voir si après ça se décide. C'est un petit peu de discuter avec les pisciculteurs, c'est un peu attendre au dernier moment aussi certaines informations. Du coup, ils m'ont annoncé du maïs, mais peut-être qu'au printemps, ils vont changer de décision. Donc, à voir. Et au niveau, donc là, on a des étangs qui sont entre guillemets artificiels avec une gestion très facile avec des vannes. Mm. Il y a des plans d'eau parfois qu'on pourrait qualifier d'étangs en fait, mais plus naturels sans système de vannage, par exemple, qui seraient en eau en permanence. Est-ce qu'il y a justement un témoin de ce type-là, ou est-ce que c'est envisagé ou est-ce qu'il y a des études qui comparent avec le fonctionnement d'étangs entre guillemets non manipulables, dont on ne peut pas modifier le marnage. Est-ce En tout que... cas, oui, pardon. Vas-y, vas-y, non. Non, non, je sais pas si j'ai totalement bien compris la question. En Mais fait, la question, c'est que juste actuellement, dans tout ton système-là, ce sont des étangs manipulables. On peut modifier le niveau d'eau, il y a un ASEC, quelque chose comme ça. Il y a des étangs, entre guillemets, plus naturels où on ne peut pas modifier le niveau d'eau. mm, Et donc, dans ces cas-là, le cycle du carbone et du méthane ben, est certainement différent. Est-ce que vous avez prévu ou est-ce qu'il y a des études qui permettent de comparer ce type-là? euh, là, dans la dombe, ça va être compliqué parce qu'on est vraiment sur un système de chaîne d'étangs qui sont vraiment complètement gérés. Je pense que vu le nombre d'étangs qu'il y a, potentiellement, il y a peut-être des étangs qui sont pas du tout vidés. Enfin, j'avais dans mon suivi l'été dernier un étang qui était dans ce cas-là parce qu'il était un petit peu entre guillemets à l'abandon. Mais et vu qu'il était à l'abandon en termes de gestion, il était aussi à l'abandon en termes d'accessibilité. Donc on n'a pas pu l'inclure dans le suivi. Mais il y a d'autres systèmes qui, je pense, sont comme tu le décris, et ça serait intéressant de comparer, de regarder bien évidemment les différences. C'est fait dans des études, il y a des études qui ont comparé les étangs d'aquaculture et plein d'autres types d'étangs, donc ça serait intéressant de voir avec les chiffres qu'on obtient où on se situe, si on est plutôt en termes aussi de source ou de puits de carbone. Mais dans la dombe, ça me paraît, à ma petite connaissance, ça me paraît compliqué d'ajouter un plan d'eau comme ça, quoi. Mais ça sera fait par Il y rapport a à ce qui a été fait, bien sûr, dans la littérature. il y a une question sur la durée de la thèse. Là, tu en es où et ça mine quand en fait pour tes éléments d'analyse? Alors là, suis à la moitié, mais du coup, on a vraiment privilégié le terrain en première année, donc l'acquisition des données, avec tout ce qui est étant en évolage. Et donc là, je suis en train d'analyser ces données-là et en même temps de poursuivre le terrain et d'analyser les données de biodiversité. Voilà, donc normalement, d'ici cet été, tout ce qui est donné sur les étangs en eau, on aura des résultats. On les aura d'ailleurs, c'est même pas normalement, on les aura. Emma, pardon, est-ce que tu auras des éléments de restitution qui sont prévus autres que des publications scientifiques? Oui, pardon, tu étais en train de parler? Je sais pas si je t'ai coupé la parole. C'est bon. Pardon. Oui, on a le 25 avril, on a une restitution des premiers résultats devant les pisciculteurs. Donc, il y a également l'ISARA qui présente son programme de recherche parce que ça fait de nombreuses années qu'il travaille aussi sur l'écosystème dombiste. Et donc, il y a pas mal de pisciculteurs avec lesquels je travaille. Et donc, je vais présenter donc, les résultats, bien évidemment, de façon vulgarisée auprès d'eux. Et après, je vais essayer de refaire quelque chose pendant l'année quand on aura aussi d'autres résultats. Et à la Fondation Pierre Véraud aussi, on va avoir une sorte de séminaire sur le changement climatique où on va aussi, enfin, ça sera, je crois, septembre-octobre, je sais plus, par là, où on va présenter des données, des résultats. Merci. Alors, je vois pas d'autres questions pour l'instant. Donc, ben, on va tranquillement basculer sur la dernière présentation. Et s'il y a des questions dans le chat, ben, je te laisserai, Emma, regarder et répondre. Comme ça permettra de Merci garder beaucoup. cette continuité. Merci beaucoup, Emma. Ah bah, tiens, il y en a un, justement une question. Mais Emma, on va faire la dernière question. Un lien a-t-il été établi entre surface des temps, profondeur, mode de gestion et conditions climatiques, température, pluie, sur les émissions méthane et carbone? Pardon, j'avais pas mon micro. Je relis juste la question. Bien évidemment, c'est des paramètres à prendre en compte. La température, on est aussi obligé parce que il y a des échanges avec l'atmosphère entre l'étang et l'atmosphère.
Donc on est obligé de prendre tout ça en compte. La pluie, pas vraiment dans le suivi parce qu'on a essayé d'échantillonner, euh, bien évidemment quand il pleut pas parce que la pluie va avoir un effet sur les temps parce que ça peut potentiellement acidifier le pH et ça a d'autres effets. Donc on a essayé d'être assez homogène là-dessus. Mais bien évidemment, c'est des choses qu'on prend en compte et on se retrouve avec un jeu de données avec énormément de variables. Mais c'est bien évidemment, ça a un effet sur les émissions. Donc oui, on a pris en compte. Merci beaucoup. Merci. Merci à On vous. va passer à Maria. Maria, je te laisse partager ton écran. Donc, bonjour, je m'appelle Maria Ghizi. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu une pièce de ma thèse de doctorat. Je vais vous expliquer un peu sur la métrologie innovante pour suivre les sédiments en rivière, les fleuves et les cours d'eau. Moi, je fais ma thèse en partenariat entre le CNRS, les Lyon 2 et INSA et l'Université de Melbourne en Australie, de où je vous parle. Donc, ouais. Et premièrement, je veux juste vous parler un peu de les raisons et pourquoi je fais ce que je fais. Et mon avis, toujours quand je regarde un petit cours d'eau comme la première image, c'est tellement merveilleux, c'est propre, c'est beau. Et quand on marche 100 mètres aval, on regarde une situation comme la deuxième image et un peu, ben, moi, je n'avais pas compris comment ça se passe, comment l'environnement change comme ça, qu'est-ce que sont les paramètres qui ont des effets, et pourquoi il y a l'érosion, qu'est-ce que c'est les temps qui se prennent pour avoir une érosion comme ça, qu'est-ce qui affecte, qu'est-ce qui sont les effets d'une situation comme ça. Donc, moi, j'ai commencé à avoir de l'intérêt sur la turbidité. La turbidité, pour les gens qui n'ont pas trop de contacts sur ça, elle travaille avec la quantité des solides qui sont en suspension en l'eau. Donc, les plus de matières qui sont en suspension sur l'eau, plus obscure, c'est l'eau, donc moins de lumière passe. Et ça dit que les plus de matières qui sont en suspension qu'il a l'eau, plus turbide, c'est l'eau. Donc, ça, c'est la petite logique de la turbidité. Et moi, je commençais à travailler sur ça pour comprendre un peu mieux les transports de sédiments dans les bassins versants. Et on a commencé à faire les développements des technologies à bas coût pour mesurer la turbidité avec un turbidimètre. Donc, qu'est-ce que vous regardez sur l'image ici? Ces trucs noirs, c'est les capteurs. Ça ressemble vraiment grand, mais c'est 10-15 centimètres. C'est installé directement sur les rivières et ça mesure des données continuellement. Donc, on peut, on peut définir l'intervalle de mesure 5, 10, 15 minutes, 1 heure. Et toutes ces données sont envoyées directement sur notre plateforme en ligne ou vers LoRa, 4G, 3G, Wi-Fi, comme comme l'utilisateur préfère. Et les données sont toujours disponibles sur la plateforme en ligne. Et si quelqu'un est intéressé, ici, c'est les QR codes pour regarder. Les bouts de la plateforme en ligne, c'est ouvert à tous. Donc, si quelqu'un est intéressé, il peut regarder. Et les capteurs, comme je dis, bas coût, c'est vraiment très bas coût. Au début, ces capteurs-là étaient développés pour une machine à laver. Donc, c'était utilisé pour savoir si l'eau était propre ou pas pour laver les machines. Et on a pris ça, on a fait quelques modifications électroniques que je vais pas détailler. Mais maintenant, c'est vraiment utile pour mesurer la turbidité dans les cours d'eau. Et avec une calibration, on peut savoir aussi la quantité des matières qui sont en suspension sur l'eau. Et un truc qui est super intéressant sur ces systèmes-là, qui est complètement autonome énergiquement, ça dit qu'on a un panneau solaire et il y a une petite batterie et les batteries est rechargées tous les jours avec les panneaux solaires. Donc, les systèmes est complètement indépendant. Les données sont envoyées directement sur la plateforme. La batterie est indépendante aussi. Donc, si la seule situation qu'on doit aller visiter les systèmes, c'est quand elle n'est pas propre, que les données sont pas bonnes. Et ça se passe avec tous les capteurs qui sont installés directement sur la rivière. Donc, je parle beaucoup de bas coût et
c'est quoi exactement la différence entre un capteur comme ça et un capteur commercial? Je l'aime bien, c'est les sujets de ma thèse, mais je peux pas dire que c'est les meilleurs capteurs parce que ça dépend beaucoup aussi de pourquoi c'est utilisé et ça change avec cas à cas. Donc, c'est vraiment versatile, mais c'est pas les meilleurs capteurs du monde. Ça, c'est vraiment important de garder en tête. Et moi, les trucs plus intéressants de ces capteurs-là, c'est qu'ils c'est pas une boîte noire. C'est qui, normalement, les capteurs commerciaux, ça marche super bien. On met sur les rivières, sur l'eau, sur un tuyau, et ça nous donne un paramètre. Super, merveilleux. Mais on n'a aucune idée comment ça s'était mesuré. On n'a aucune idée qu'est-ce qui sont les paramètres qui ont des effets sur cette mesure. Donc, pour moi, c'est comme un peu des magiques. On met les captures, on a des données, on n'a aucune idée comment ça marche. Et ça pour moi, c'est pas vraiment top pour comprendre qu'est-ce qui sont les facteurs qui ont des effets sur ma mesure. Pour ça, je pense que si les personnes intéressées sur ça, les captures à bas coût, c'est plus intéressant parce qu'il y en a les contrôles total sur les capteurs, tous les petits paramètres, la température, la lumière, on peut calibrer ça, on peut changer ça. Donc, on a les contrôles total. Mais avec ça, c'est vraiment plus compliqué de l'utiliser. Ça prend un peu plus de temps. Il faut qu'on comprenne les capteurs. Mais c'est ça dépend beaucoup qu'est-ce que c'est nécessaire. Et aussi, bien sûr, les prix ont un rôle super important sur ces capteurs comme ça. Donc, un capteur coûte normalement, on a besoin de 250 euros pour les faire. Ça dépend beaucoup de où on achète les parties et combien de parties on l'achète. Et en référence, on a les capteurs commerciaux ça peut coûter 5 000 euros à 10 000 euros, ou peut-être juste les capteurs, les systèmes qui sont en bas, c'est pour avoir les échantillons. Donc, c'est moins cher, mais ça dépend aussi qu'est-ce que c'est la nécessité de l'utilisateur. Et la meilleure caractéristique, les meilleures caractéristiques que je pense qui vient avec les bas-coûts, c'est qu'on peut avoir plusieurs des capteurs. Donc, on a une dynamique spatiale vraiment mieux. Si on a nécessaire de suivre les transports de sédiments, comme l'ouverture d'un barrage ou quelque chose comme ça, on peut mettre 2, 3, 4, 5, 10 capteurs un après l'autre et on voit vraiment beaucoup les changements de turbidité au cours d'une rivière. Et tout ça, c'est parti d'un projet qui s'appelle Chipo, qui ces projets, les bouts de les projets, c'est vraiment montrer les solutions innovantes pour utiliser des capteurs bas coût. Moi, directement, je suis pas partie des Chipo, mais le développement des capteurs comme ça, c'est une partie des Chipo. Et ils ont beaucoup sur ces liens, sur ces QR codes aussi. Il y a un lien pour la page de Chipo. Et maintenant, c'est pas encore disponible, mais l'idée, c'est avoir des vidéos qui montrent comment assembler, comment faire des capteurs et qui expliquent vraiment les petits pas qui c'est besoin pour faire les propres capteurs. Donc, l'idée, c'est que tous les utilisateurs pouvons comprendre qu'est-ce que c'est ces technologies et aussi changer un peu les paradigmes d'utilisation des capteurs parce que ça sonne vraiment un peu plus compliqué pour le public général. Donc, l'idée, c'est changer un peu ça. Et l'idée générale, c'est faire un petit cycle comme ça. C'est créer un réseau des capteurs et tous ces capteurs sont en bas-coût, open source, et Internet of Things. Ça dit que c'est la science ouverte, qui c'est ouvert pour tout le monde. On utilise les codings ouverts. La personne peut prendre les instructions des capteurs et peut changer son propre capteur aussi. Ces données, comme j'ai montré avant, elles sont toutes disponibilisées sur une plateforme en ligne, sont envoyées sur 4G ou LoRa ou je ne sais pas quoi, sur la plateforme en ligne. Et l'idée, c'est toujours avoir plus des acteurs qui sont involvés sur ces sujets-là et qui ça se devient vraiment un cycle, que les gens sont plus intéressés à faire ses propres captures et comprendre un peu mieux son environnement. Et juste pour donner une idée, ça c'est pas mon projet, ça c'est d'un collègue à moi.
Ça, c'est les systèmes d'un capteur Bakhut pour surveiller les niveaux d'eau. Donc, ça peut-être peut sembler un peu compliqué avec tous les fils les commentaires, mais tout ça, on peut acheter en ligne et on peut, avec les instructions, même quelqu'un qui n'est pas spécialiste en électronique, au soudage, tout ça, il peut assembler son propre capteur et utiliser les outils pour son, sa nécessité. Donc, ouais. Merci pour votre attention et si vous avez des questions. Merci beaucoup, Maria, pour la présentation. Effectivement, n'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat. Donc, il y en a déjà plusieurs. Une première, c'est est-ce que le procédé du turbidimètre est libre de droit et où est-ce qu'on peut en trouver la description? Donc, oui, les turbidimètres, ça serait libre des droits, mais pas encore. Je suis en train de faire la publication. Donc, dans quelques mois, peut-être, vous pouvez trouver les instructions et j'espère, toutes les informations nécessaires pour reproduire les captures. Mais pas encore, désolé. Et du coup, ça sera diffusé comment, Maria? Ça sera sur le site Chipo ou... La première chose, c'est ça qui ça serait diffusé sur un article scientifique sur Radio X. Donc, ces journaux-là, normalement, il y a vraiment les instructions comment assembler les capteurs. C'est pas un journal commun, c'est pas introduction, méthodo et tout ça. C'est vraiment une liste des matériaux, instructions comment assembler les codes. Donc, c'est tout bien expliqué. Et ça, c'est pas exactement partie de mon projet, mais j'imagine qu'il ce serait intéressant aussi d'avoir des diffusions de connaissances pour les utilisateurs. On avait organisé il y a peut-être un an et demi, un webinaire justement entre la France et l'Australie, où il y avait une présentation de différents capteurs low cost dans une Mhm. démarche justement de permettre l'accès au plus grand nombre. Donc peut-être c'est des choses qui peuvent être aussi refaites. En tout cas, c'est hyper important de donner accès au-delà des publications au plus grand nombre. Il y a une question sur la durée de vie. Est-ce que la durée de vie est très différente de capteurs classiques? Ça, je peux pas encore dire parce que j'ai développé les capteurs l'année dernière. Donc, je j'ai pas testé longtemps pour dire si la durée de vie est longue. Mais quand les capteurs est dans les rivières, c'est comme les capteurs normaux, les capteurs commerciaux, qu'il faut aller en terrain chaque semaine, chaque 2 semaines pour nettoyer les capteurs. Parce qu'on a toujours les formations des biofilms, la calcification. Donc, on a des idées aussi pour éviter ça, mais maintenant, la duration en terrain, euh, c'est un peu compliqué de dire. Et est-ce que tu peux nous dire qui travaille sur les capteurs de niveau d'eau que tu as montré Ouais. les- Donc, c'est Frédéric Cherki, Autriche Navratil, Ilan, je ne me rappelle pas son surnom, mais Franck Perret sont les chercheurs qui travaillent avec ça. Nicolas Walker. Et donc ça se trouve sur avec le QR code, c'est ça le lien. Je crois qu'il y avait un QR code hein, sur ta page. Ouais, les deuxièmes, c'est la page Chipo et les premiers, ça, c'est la page Open Data qui a des données. Est-ce que tu avais... Oui, en fait, il y avait une remarque dans le chat sur la partie qui trouvait que c'était très bien effectivement de développer des capteurs low cost et il posait la question des protocoles d'utilisation pour éviter les inconvénients futurs, le fait que les sondes soient envasées, le fait qu'elles soient exondées, le nettoyage, c'est-à-dire qu'en fait le travail sur le aussi comment les utiliser en milieu naturel, quoi. Oui, Je l'idée trouve que c'est très bien. ouais, on a testé sur les labos, on a fait vraiment beaucoup de tests sur les labos, on a un peu de protocoles d'installation et des créations de capteurs et maintenant on les teste sur les terrains aussi, donc l'idée c'est avoir
des protocoles d'utilisation en terrain aussi pour savoir qu'est-ce qui sont les problèmes, qu'est-ce qui sont peut-être les soucis qu'on va rencontrer. Et l'idée, c'est quand on va diffuser les informations des capteurs, on va voir tout ça ensemble. Et donc, tu parlais effectivement de vidéos pédagogiques. Ça, c'est un projet à quelle échéance? Pas forcément que sur ton capteur, mais sur les autres capteurs. Est-ce que c'est déjà existant? Bon, les vidéos sont déjà existantes, mais c'est pas encore disponible. Donc, l'idée, c'est qu'il c'est disponible bientôt, mais l'idée de Chipo, c'est pour avoir des diffusions des informations comme ça. Et moi, je pose la question effectivement de est-ce qu'il est prévu, ou est-ce que ça serait une bonne idée, d'après toi, de prévoir justement des ateliers finalement pour que les gens puissent venir tester, aussi comprendre. Parce que tu parlais de calibration, effectivement, je pense que les questions de calibration, c'est un facteur important et il ne s'agit pas que de monter les choses. Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable ou envisagé, des ateliers de présentation et de mise en œuvre? Ouais, bien sûr. Maintenant, on a déjà fait des ateliers avec les doctorants sur des écoles d'été. Donc, c'était un peu un test. C'était pas euh, vraiment fiable, mais on a essayé de faire des captures avec les doctorantes et ça a bien marché, mais il faut corriger quelques erreurs pour faire vraiment un bon atelier pour tous les acteurs qui vont vraiment utiliser les captures comme ça. Il y a un commentaire, et du coup, quel est ton avis là-dessus, qui dit, donc le commentaire, il dit qu'un capteur c'est bien, des dizaines c'est mieux, mais cela demande du temps, des ressources humaines, et cela crée aussi d'autres dépendances, entre autres aux composants venant par exemple de Chine. Est-ce que tu as un avis par rapport à ça? Oui, bien sûr, c'est une discussion que j'ai avec mes collègues toujours, c'est que ces capteurs comme ça sont pas exactement low cost parce que quelqu'un paye pour les temps de les développer, de l'installer, de les monter. Donc, c'est moins cher. C'est low cost pour qui? Parce que quelqu'un paye des horaires pour développer ça, pour monter, pour tester. Et les personnes qui vont utiliser, bien sûr, ça prend plus de temps aussi pour assembler les capteurs, pour comprendre. Mais à mon avis, c'est pas exactement une question d'écoute aussi. Bien sûr, c'est moins cher, mais c'est toujours avoir contrôle des les processus de mesure. À mon avis, c'est un peu plus ça. Et bien sûr, quand on a 100 capteurs, 150 capteurs, ça, c'est un peu beaucoup. C'est un peu beaucoup. On peut pas avoir contrôle sur la situation. Mais si jamais on a, par exemple, une opération d'ouverture d'un barrage, qu'on a surveillance pendant 2, 3 jours, on peut mettre 10, 15 capteurs et on va vraiment comprendre la courbe. Quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avec les capteurs commerciaux, commerciaux, parce on n'a pas 10 capteurs même pour utiliser pendant 3 jours. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est pas les mieux, c'est que ça dépend aussi de la nécessité de l'utilisateur. Et après, il y a tout un indicateur, c'est qu'à partir du moment où tu sais comment il est fait, tu sais le faire, tu sais le réparer. Par contre, effectivement, Ouais, quand tu as un capteur industriel, bah, tu l'envoies, tu sais pas quand est-ce qu'il revient, ça va te coûter cher. Donc, il y a le côté réparabilité qui est comme un facteur à prendre en compte aussi dans ouais, bien l'histoire. sûr. Et il y a des paramètres, par exemple, comme la température, qu'on voit qui ont des effets, mais même avec sur les capteurs commerciaux, et il n'y a aucune information sur les manuels d'utilisation. Donc, c'est un peu, à mon avis, c'est un peu bizarre, ça. Parce qu'on voit qu'il y a l'influence, mais ça ne dit pas l'équation qui est utilisée, exactement qu'est-ce que c'est le pourcentage qui s'est affecté. Et pour situation qu'on a un changement brusque de la température, ça c'est important, ça compte beaucoup. Donc il y a ces petits coins-là qu'il faut faire attention aussi. Vous êtes combien à travailler en fait sur ces questions-là de capteurs low cost, ou combien d'équipes et quels sont les capteurs sur lesquels vous voulez travailler à court terme et ceux qui seraient peut-être pour plus long terme? Est-ce que tu as une idée de ça? Ah, c'est un peu difficile de dire combien travaillent sur ça, mais je veux dire 10, 15 personnes avec les professeurs, les techniciens, les doctorants. Et maintenant, on développe les capteurs pour différentes utilisations. Par exemple, il y a les capteurs de niveau d'eau.
il y a les capteurs de turbidité. Et pour les capteurs de turbidité, on ajoute de, de tr- des, des trucs aussi, qui on a un capteur de niveau d'eau avec le turbidimètre, un capteur qui identifie s'il y a de l'eau ou pas, même quand c'est pas dans l'eau. On développe maintenant un système pour nettoyer les capteurs, comme j'ai dit, que c'est un souci pour tous les capteurs, même les commerciaux, on développe ça. Et il y a aussi, je sais pas si vous pouvez regarder dans ces images-là, les petits cailloux comme ça sont les cailloux qui ont les GPS, qui on peut suivre les transports des sédiments plus grands dans les rivières. Et donc, il y a différents côtés de développement des systèmes. C'est les pit tags, je crois, ça. Ouais, ouais. Ok. Et donc, juste pour le site internet Chipo, là, donc ça, c'est quelque chose qui est déjà en place. Et il y a du matériel ou des procédés qui sont déjà exposés dessus. Ouais, il y a un peu de matériel qui est dessus, mais je crois que ça va être ajouté plusieurs des vidéos, plusieurs explications, hein, bientôt. Il y a des titres des articles qui sont écrits sur les projets aussi. Donc, il y a les pluviomètres à Badcout aussi qui étaient développés. Donc, il y a plusieurs articles sur les systèmes qui sont développés avec ces projets-là. Super. Merci beaucoup, Maria. Est-ce qu'il y a une dernière question pour Maria avant qu'on finisse? Bon, en attendant la question, moi, je vous invite tout simplement à noter votre appréciation de cet événement qu'on a fait ensemble. En fait, on m'attend tout simplement un chiffre entre 1 et 5 dans le chat. Si 1, bah, oh là là, je me suis ennuyé, je ne reviendrai pas. Ou 5, bah, merci, c'était super. Et puis, n'hésitez pas aussi, si jamais vous avez une note moyenne, par exemple, à expliquer, bah, par exemple, 3, mais voilà, il m'aurait manqué ça, j'aurais souhaité ça. Voilà, n'hésitez pas, ça peut me permettre après d'améliorer les processus. Tout à fait. En tout cas, merci, un très grand merci à Léo, à Emma et à Maria pour leur présentation et d'avoir aussi joué le jeu d'essayer de vulgariser en 5 minutes leurs travaux de recherche, ce qui n'est pas forcément facile. Donc bravo à tous les trois. Et puis merci à tous les gens qui étaient présents pour vos questions. Voilà, c'était un beau webinaire. On est encore content de pouvoir proposer ce genre de choses. Et puis, On en aura d'autres. il y en aura d'autres, ouais. Il y en aura d'autres, un autre cette année, très certainement. Voilà. Bah, en tout cas, merci beaucoup à tous. On enverra le lien à ceux qui étaient inscrits mais qui n'ont pas pu venir. Et puis, la vidéo sera visible sur les deux chaînes, H2O et la chaîne Réseau Rivière TV. Très bien. Merci beaucoup à tout le monde. Bonne journée.